Le journal de 7h sur Europe 1. Victor Porcher, bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La mairie de Paris s'y refusait. Le préfet de police l'a donc ordonné hier soir, Victor. Réquisition à venir des éboueurs parisiens. Pour déblayer autant que possible les 7600 tonnes d'ordures qui jonchent la capitale. Épilogue d'un bras de fer politique entre la maire Anne Hidalgo et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais au 11e jour de grève, les éboueurs ne comptent pas se laisser faire. Plusieurs rassemblements sont prévus. Romain Vito, bonjour. Bonjour. Vous êtes devant le dépôt de la société Pizzorno à Vitry-sur-Seine en banlieue parisienne pour Europe 1. Ces réquisitions, où est-ce qu'elles en sont, là où vous êtes ? Pour le moment, il n'est pas prévu qu'il y en ait. Comme on est devant un centre privé, il y a des camions qui sont derrière les grilles. Les grilles sont fermées avec des bandes blanches. Et devant, ils sont maintenant une centaine de grévistes, de manifestants devant des barnums réchauffés par des feux de planche. Les éboueurs et les syndicats, rejoints par une délégation de la NUPES, sont déterminés à tenir. Certains n'ont pas dormi depuis 14 heures hier. D'ailleurs, il y a une tente avec des lits occupés. Cette tente est encore debout et peut-être pour plus très longtemps, parce que même s'il n'y aura pas de réquisition des forces de l'ordre, les grévistes s'attendent à une intervention de la police dans la matinée pour dispersion. Romain Vito pour Europe 1. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 8h. Cette grève des éboueurs, elle met en évidence le travail colossal que représente la collecte des déchets. Tâche immense qui coûte cher. Ce budget est même en constante augmentation et surtout, il varie selon que la gestion soit publique ou privée. Explication Aurélien Fleureau pour Europe 1. Plus de 20 milliards d'euros par an, c'est le coût de la gestion des déchets en France, selon les derniers chiffres d'Eurostat. Une dépense multipliée par 2 en 20 ans, en raison notamment de l'application des nouvelles lois sur le tri des biodéchets et des déchets recyclables. Le financement se fait sur le principe du pollueur-payeur. Plus de la moitié des coûts reviennent aux entreprises. Ensuite, ce sont les ménages et les administrations publiques. Pour les collectivités, le coût ne sera pas le même selon que le prestataire soit public ou privé. La Chambre régionale des comptes a mis en exergue l'an dernier un rapport de la ville de Paris qui démontre que la tonne de déchets coûte 124 € si elle est enlevée par une entreprise privée et que cela varie de 144 à 344 € selon le type de déchets quand il s'agit d'agents publics. Un surcoût qui s'explique notamment par des absences à répétition, des arrêts maladie dans certaines collectivités, mais aussi par des grilles de salaire différentes dans la fonction publique. Et pour une meilleure efficacité, la Cour des comptes préconise de confier aux régions la gestion des déchets ménagers du quotidien, qui représentent 12% de l'ensemble des déchets produits en France, mais plus de 60% des dépenses. Aurélien Fleureau pour Europe 1. Alors, voter une réforme des retraites sur un siège éjectable, c'est peut-être la sensation qu'auront les députés tout à l'heure. Car Emmanuel Macron agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Le président a évoqué cette possibilité hier soir si la réforme des retraites était rejetée par le Parlement aujourd'hui. Une réunion est aussi prévue dans un peu plus d'une heure pour décider d'un possible 49.3. Mise au vote du texte au Sénat prévu à 9h, puis direction l'Assemblée nationale à partir de 15h. Mais la question qui divise les syndicats, c'est et après le vote. Faut-il poursuivre les grèves et les manifestations ? Faut-il au contraire accepter le résultat du scrutin ? La première position, c'est celle de Laurent Berger de la CFDT. La deuxième, celle de Philippe Martinez à la CGT. Deux leaders de l'intersyndicale jusque-là unis qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, Barthélémy Philippe. Oui, Laurent Berger a une ligne rouge. Pas question de remettre en cause le verdict de la démocratie parlementaire, à condition bien sûr que le texte soit adopté dans les règles de l'art, c'est-à-dire sans recours à l'article 49.3. Si l'adoption se fait que par 49.3, il y a un vice démocratique qui provoquera du ressentiment et aussi de la colère et qui ne fera pas la même chose si jamais il y a un vote qui est un fait majoritaire, qui s'imposera à tous et on définira à ce moment-là comment on se mobilise pour faire entendre la voix du travail. Philippe Martinez n'a pas le même discours. Pour le numéro 1 de la CGT, la réforme n'aurait pas plus de légitimité après un vote du Parlement. Ce projet est mauvais et si ça devient une loi, elle sera toujours mauvaise. Les actifs, ça doit être 92% qui disent ce texte, on n'en veut pas. Nous, on est démocrates, on écoute ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est élu qu'on fait ce qu'on veut pendant 5 ans. Un élu qui ne tient plus en compte ce que pensent ses électeurs, c'est une forme de démocratie que je ne partage pas. Et dans quelques heures, les chefs de file de l'intersyndicale se réuniront devant l'Assemblée nationale. Ils prendront la parole pour la dernière fois avant l'adoption potentielle de la réforme
réforme des retraites. Barthélémy Philippe pour Europe 1. Presque moins 25% à la clôture de la bourse hier. La chute vertigineuse pour la banque Crédit Suisse. Elle affole l'Europe, cette chute. Ce matin, la Banque centrale suisse vole à son secours. Elle lui accorde un prêt de 50 milliards de francs. Objectif, rassurer les marchés financiers. Hier, en France, la BNP Paribas a fini à moins 10 points, moins 12 pour la Société Générale. Et nous serons à Genève, justement, devant le siège du Crédit Suisse tout à l'heure dans le journal de 7h30. Europe 1, il est 7h05. Allez, à l'étranger, la Russie veut repêcher le drone américain qu'elle est accusée d'avoir abattu en mer Noire hier. Pour mettre en évidence le renforcement des opérations d'espionnage menées par Washington, ce sont les mots du ministre de la Défense russe. Il faut dire que cette zone aérienne au-dessus de la mer Noire est devenue extrêmement dangereuse, chargée, Nicolas Tonev, d'appareils de pays en tension. Oui, car à l'échelle aérienne, tout se passe dans un mouchoir de poche. 4 pays voisins, la Roumanie, membre de l'OTAN, la Moldavie, l'Ukraine et les zones occupées par les forces russes, dont la Crimée. Au milieu, la mer Noire, survolée par un nombre croissant d'avions et de drones de renseignement, de chasseurs protégeant les frontières des uns et des autres, avec tous une même nécessité, atteindre les limites pour travailler le plus efficacement possible. Chaque engin a ses propres caractéristiques, lenteur et endurance pour les drones, vol à basse altitude des avions de lutte anti-sous-marine, interception et vitesse pour les chasseurs. La simple cohabitation technique de ces différents moyens est compliquée, surtout avec les enjeux décisifs de la guerre en cours. Le renseignement des moyens américains donne une longueur d'avance aux Ukrainiens. Du côté russe, il s'agit de protéger le secret des activités militaires de ses arrières et de la flotte de la mer Noire. Une partie de l'état-major de Moscou pense que c'est un avion de reconnaissance américain qui a permis à Kiev de couler le Moskva, son navire amiral, en avril 2022. Les explications de Nicolas Tonev pour Europe 1. Allez, le football, on connaît tous les quarts de finalistes de la Ligue des Champions. D'abord, le Real Madrid, tombeur de Liverpool 1-0 hier, but du Français Karim Benzema. Naples également, qui s'est imposé à 3-0 contre Francfort. Ils rejoignent Chelsea, le Bayern Munich, Manchester City, le Milan AC et l'Inter Milan. Et puis les derniers préparatifs pour Paris-Roubaix, la très célèbre course cycliste. Comme tous les ans, il faut nettoyer les pavés pour le passage des coureurs et les organisateurs ont sorti leur nouvelle botte secrète des chèvres, Victor. Une vingtaine de biquettes qui parcourent les 2,4 km de la fameuse trouée pour la désherber. Un éco-pâturage encadré aussi par des salariés en insertion. Et le résultat semble plutôt convaincant. Reportage Europe 1, Lionel Gougelot. Sur le parcours de la mythique trouée d'Arambert, un petit troupeau de chèvres qui dévore avec gourmandise l'herbe verte entre les pavés. Cela fait un mois que cet éco-pâturage pour la reine des classiques a été lancé et rien de mieux pour nettoyer le pavé de façon écologique, assure Christophe Ansart, responsable du chantier. Une chèvre mange tout et en plus entre les pavés, vraiment sa gueule arrive vraiment bien à prendre cette fameuse herbe et une chèvre va aller au ras des pavés pour bien nettoyer. Et après plusieurs tentatives de nettoyage trop agressif pour les pavés de Wallers-Arambert, Thierry Gouvenou, le directeur de la course du Paris-Roubaix, pense avoir trouvé enfin la bonne solution pour la préservation du patrimoine et la sécurité des coureurs. Au niveau de la course, si on a de l'herbe humide, ça peut devenir très très dangereux. Et là on voit bien qu'elles ont attaqué l'herbe. Bon, alors ça reste toujours un peu vert, mais ce sera tout à fait acceptable dans ces conditions de faire passer la course. Et je pense que les coureurs pourront remercier notre troupeau de biquettes. Des coureurs qui découvriront le travail des chèvres dans la trouée d'Arambert lors des premières reconnaissances du Paris-Roubaix dans les premiers jours d'avril. Le reportage de Lionel Gougelot pour Europe 1, il avait l'air dans son élément là, entre les biquettes. Il avait l'air heureux comme tout. Non mais Lionel, vous mettez une chèvre dans la pièce, ce n'est plus le même homme. Il est en joie. Mais on le salue. Bonjour mon cher Lionel Gougelot. Victor Pourchet pour le journal de 7h. Merci Victor, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 8h30.